Une année particulière à l'école. Ouais. Tu vas faire un discours? Je vais faire un discours là maintenant? Non. Parce que t'as... Non, j'ai un micro parce que, tu sais, c'est ma dernière année cette année. Bon, c'est la dernière là? Oui, la dernière entrée, ouais. Est-ce que vous avez l'heure, les enfants, s'il vous plaît? Ouais. Oui, 8h48. D'accord. Bon, je vais y aller, moi. Bonne rentrée, C'est parti. Bah oui, c'est parti. Ça va, pas trop émouvant? Un peu. Je vais sonner? Oui, c'est bon. Dire, ouais, parfait. Dans ce podcast, nous suivons la dernière année avant la retraite du directeur de l'école La Source, une école nouvelle, privée et sous contrat d'association avec l'État. Ce directeur, c'est Yves Herbel. Il a accepté de nous raconter cette dernière année particulière, mais aussi toutes les autres, et sa vision du métier d'enseignant et de directeur. Une année particulière à l'école, épisode 3, les vacances de Toussaint. Plus d'1 mois vient de s'écouler depuis notre dernière rencontre avec Yves. De quoi allons-nous discuter cette fois-ci? Si nous avons décidé d'un commun accord de nous retrouver de manière régulière, nous n'avons en revanche pas fait de plan, de synopsis sur le contenu de nos échanges. Tout au plus, savons-nous que les vacances scolaires vont séquencer nos épisodes. Les vacances de Toussaint débutent demain. David est en dehors de l'Hexagone. C'est donc seul cette fois-ci que je prends le chemin de l'école. Avant de partir, j'ai réécouté notre dernier échange. J'ai jeté 2-3 mots sur le papier et en les relisant, je me rends compte qu'ils sont quasiment tous synonymes. Vous allez donc entendre parler de compagnonnage. Nous abordons également la grande question des notes, mais aussi celle du harcèlement scolaire. Mais qui dit vacances de la Toussaint, dit fête d'Halloween. Et c'est dans l'une des salles d'anglais que j'ai retrouvé Yves. Parce que faire la fête, cela a une grande importance. Je pense qu'une école, c'est un lieu où on apprend, mais c'est un lieu aussi de vie collective. Et les fêtes, c'est ce qui structure aussi les groupes. Donc d'avoir une année scolaire qui est comme ça rythmée par différentes fêtes, oui, c'est vraiment important. Que ce soit Halloween, que ce soit Noël, que ce soit le carnaval, que ce soit évidemment la fête de fin d'année. Ça, c'est des choses qui participent au fait qu'on est un collectif ici, quoi. Ça sert de support aussi. Halloween, c'est une fête anglo-saxonne. L'anglais a une place prépondérante à La Source. Ça, vous vous en servez ? Absolument. Là, si on se promène dans les couloirs, on va avoir des groupes d'enfants qui circulent. Ce matin, dans mon bureau, j'ai eu les grandes sections qui sont passées, j'ai eu les CP qui sont passés. Voilà, chanter, demander des bonbons. Mais ils passent aussi dans les autres classes, ils passent dans l'administratif. Ça donne sens à l'anglais. Moi, je ne suis pas obligatoirement très fan d'Halloween de manière générale, mais dans une école où l'anglais joue un rôle assez important, je pense que ça a du sens en tout cas. Ça toque, si ça se trouve, ils viennent nous demander des bonbons. Non, finalement, il n'y a personne. Alors moi, j'ai aussi, avant de venir vous voir, j'ai réécouté un petit peu notre échange de la dernière fois. Et puis sur une feuille, j'ai noté plusieurs mots, et notamment accompagnement, compagnonnage, partage. Votre rôle d'enseignant, votre rôle de directeur, vous ne l'envisagez que sous cet angle-là, sous l'angle de la transmission plus que de l'éducation? C'est étonnant les mots que vous avez cités parce que ça m'a fait tout de suite penser au compagnonnage dans l'artisanat, quoi. Et c'est vrai que je suis assez influencé par cette manière de voir notre travail d'enseignant. Alors c'est toujours le grand débat entre éducation et enseignement. Il y a toujours un peu cette dichotomie qui est présentée comme ça, encore plus en fonction de l'âge des enfants aussi. Et ça, c'est-à-dire qu'effectivement, chez les petits, on parle plus d'éducation, chez les plus grands, on va plutôt parler d'enseignement. Je crois que notre projet est aussi la manière dont moi j'ai toujours conçu mon métier, c'est que je pense qu'à la fois on peut être du côté de l'éducation. Alors quand je parle ici d'éducation, effectivement je ne fais pas référence obligatoirement au ministère de l'Éducation nationale, je fais plutôt référence à cette idée que on n'est pas que dans la transmission des connaissances, on est aussi dans l'apprentissage des valeurs, dans aider à grandir un enfant. Ce qui n'empêche pas qu'on peut être tout à fait sérieux et exigeant dans tout ce qui est de l'ordre des compétences scolaires. Mais plus que tous ces mots, moi, il y en a peut-être un mot qui m'est cher, c'est celui de pédagogue.
Voilà. C'est celui qui, dans la Grèce antique, accompagnait l'enfant sur le chemin de l'école. C'est pas obligatoirement celui qui transmettait les valeurs ou les connaissances, mais c'est celui qui accompagne les enfants. Et c'est vrai que cette manière de voir les choses, ça a toujours été quelque chose qui m'a effectivement guidé dans ma pratique. J'aimerais être effectivement plus qu'un passeur, quoi. Je crois que c'est notre objectif, en tout cas, d'être plus un passeur que celui qui transmet des connaissances, même si les deux ne sont pas du tout incompatibles et ne s'opposent pas obligatoirement. Durant toutes ces années de métier, vous avez connu quand même, je reviens malgré tout à l'éducation nationale, puisque c'est votre ministère de tutelle, vous avez connu un certain nombre de ministres. Je me suis amusée à compter, je ne sais pas si vous le savez, je pense qu'en 16 ans d'enseignement à la source, vous en avez connu à peu près une dizaine, avec à chaque fois, chacun amène sa vision et son désir de laisser une trace. Est-ce que vous avez l'impression que dans tous les plans successifs qui ont été présentés, ça va dans le bon sens? Alors je ne sais pas si bon c'est le terme, en tout cas ça va dans la manière dont vous envisagez les choses. Moi, je suis toujours intrigué de regarder effectivement ce qu'il y a réellement dans ce qui est proposé. Tout n'est pas à jeter. Souvent, les gens sont plutôt intelligents et surtout que les gens qui produisent ne sont pas obligatoirement les ministres, même si on a eu quelques ministres qui connaissaient vraiment le terrain éducatif. Surtout après 16 ans, ce que je peux constater, c'est qu'on ne fait jamais confiance aux gens qui sont sur le terrain. C'est quelque chose qui me pèse de plus en plus. Effectivement, chaque ministre va sortir son grand projet. Tout le monde dit que c'est super important. Et à chaque fois, on dépossède les enseignants de leur capacité à proposer des choses, à s'organiser aussi. Une des grandes chances, par exemple, d'une école comme la nôtre, c'est qu'on a une certaine forme d'autonomie qui nous permet de tester des choses, qui nous permet de développer des projets. Ce dont je rêve actuellement, c'est d'un ministre qui fasse confiance aux enseignants. Et c'est pas juste une question de moyens. Il y a plein d'enseignants qui ont des idées, il y a plein d'enseignants qui sont hyper engagés, mais on s'aperçoit qu'ils s'usent très vite, face à toujours des injonctions qui viennent du haut, qui peuvent être pertinentes. Il y a des gens qui, effectivement, sont compétents, ont réfléchi, font des analyses qui sont justes. Mais ces successions de réformes tuent la réforme, Ce qui se fait ici, je pense notamment aux valeurs de partage, d'écoute. Pourquoi ça ne peut pas, selon vous, ou est-ce que ça peut, selon vous, s'appliquer ailleurs? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, puisqu'on entend tous ces gens qui ne sont pas contents contre l'école publique? Pourquoi on ne peut pas appliquer ça? Parce que ça paraît simple, en fait, quand on le voit, nous, on l'a vu à travers nos enfants, ça ne paraît pas si difficile. Ça, c'est une vaste question. Moi, je n'ai pas toujours les réponses. Je crois qu'il y a quand même un élément important qui est celui de l'adéquation à un projet. C'est-à-dire qu'effectivement, la source a un projet éducatif qui est ce qu'il est, qui a une certaine cohérence. On a le droit d'être d'accord, pas d'accord, mais les personnes qui viennent ici, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, ils ont connaissance d'un projet et ils y adhèrent. Et donc il y a une espèce de contrat, je dirais, qui joue un rôle important pour permettre qu'il y ait un vrai travail d'équipe et que les gens tirent un peu dans la même direction. Ça, c'est un point essentiel. Après, je reviens un peu sur cette idée. Je pense qu'on a une autonomie qui nous permet aussi de mettre en place une pédagogie qui inclut les parents, par exemple, qui inclut les enfants, évidemment, qui inclut les membres du personnel. Il y a un collectif comme ça. La difficulté, c'est comment faire dans une institution, dans une administration, créer ce projet commun. Ça me semble très compliqué. Il y a une notion d'échelle et de nombre à des moments. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent sur des petits groupes. Malgré tout, même si l'école La Source n'est pas si petite, ça reste quand même, par rapport évidemment à l'ensemble de l'éducation nationale, quelque chose de minuscule. Voilà, ce qui me semble beaucoup plus compliqué dans quelque chose qui brasse des milliers de personnes, Mais cette idée de projet commun, c'est-à-dire d'une définition d'un projet commun, ça me semble déterminant. Quand vous avez vu arriver, alors je crois que c'était il y a quelques années maintenant, qu'a été mis en place le programme éducation morale et civique, est-ce que vous vous êtes dit, tiens,
On s'est peut-être inspiré aussi de quelque chose qui se fait ici à la Source et dans d'autres écoles. Il n'y a pas que la Source, évidemment. Alors au début, moi, je croyais qu'on était très dans l'ordre de la morale au sens strict du terme, de l'ordre. Puis en fait, quand on regarde un petit peu dans le détail, c'est pas ça finalement. Ça participe aussi à l'éducation des enfants. Il y a des notions d'empathie, de respect de l'autre. Ça va dans le bon sens. Oui, il y a souvent des choses qu'on a pu mettre en place ici, qui ont été expérimentées pendant des années. Mais encore une fois, pas seulement ici. La Source fait partie d'une myriade d'écoles qui essayent en tout cas de développer un peu des outils comme ça. Donc, effectivement, c'est toujours positif. Après, je fais toujours cette constatation que l'école, quand je dis l'école ici, c'est de manière générale, a cette capacité à transformer quelque chose qui a du sens en un exercice scolaire. Et ça, des fois, ça me consterne un peu. Il suffit de mettre un roman au programme pour qu'il devienne casse-pied, quoi. J'exagère, mais souvent, c'est un peu ça. L'école est une machine, quelquefois, à transformer en exercice scolaire tout. On prend un exemple comme tout ce qui est autour de la prise de parole. C'est vrai que ça fait des années que nous, on a mis en place des choses pour que les enfants s'expriment, des petits aux plus grands, que ce soit à travers ce qu'on appelle par exemple le Quoi de neuf, mais les conseils, les débats, enfin toute cette culture-là. Ça fait partie des points un peu, saillants de notre pédagogie. Et on se rend compte que maintenant, dans les instructions officielles, arrive tout ce qui est grand oral, tout ce travail sur la prise de parole. Mais l'école ne peut pas s'empêcher d'avoir derrière la mise en place d'une évaluation, par exemple, c'est constante de tout ce qui est fait. Et puis, ça se transforme en quelque chose qui perd un peu ce qui était un peu la substance au début de ça. Je donne juste un exemple. J'avais été frappé une fois par une note de service, je crois, du Premier ministre, très intéressante, et qui décrivait ce qu'on devait faire dans les écoles en prenant des exemples de ce qui se faisait au Canada, voilà. Et c'était des choses qui se font en France depuis des années, mais cette pédagogie-là, on lui donnait du sens que si on prenait les exemples de l'autre côté de l'océan. Voilà, c'est-à-dire que ce qui se passe juste à côté de la maison, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme étant des choses qui fonctionnent, mais on va les prendre des exemples en Amérique du Nord ou dans d'autres lieux. Bon, c'est toujours ce côté un peu du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on ne s'inspire pas vraiment de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui marche sur le terrain. On essaye, nous, de temps en temps, de participer à ça. Quand il y avait eu le grand débat, quand il y avait eu Monsieur Peillon, qui était devenu ministre de l'Éducation nationale, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant de faire un grand débat. On avait dit que nous, on était partants pour témoigner de notre expérience. Donc on avait été reçus au ministère, ce qui était quand même une première. Et j'avais été frappé par la question alors c'était pas le ministre, évidemment, c'était des gens de son cabinet qui nous recevaient en disant « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et à l'époque, nous, on avait dit « On veut rien, tout va très bien, on a des tonnes de demandes d'élèves, etc. » Bon, voilà, il y a un débat sur l'éducation. Modestement, à notre échelle, on peut témoigner de choses qui fonctionnent depuis maintenant presque 80 ans. Et voilà, c'est toujours ce côté de se dire... on va aller chercher ailleurs, on va s'inspirer de choses ailleurs, et les gens qui travaillent au quotidien de manière humble, voilà, on n'accorde pas beaucoup d'importance à ça. Vous avez parlé d'évaluation, alors je ne pensais pas en parler forcément aujourd'hui. Derrière évaluation, il y a le mot note. Le rapport aux notes, ça aussi, comment vous l'envisagez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense, ça fait très longtemps qu'il y a eu des tonnes d'études qui ont été faites sur les notes. Alors quand on parle de notes ici, on parle souvent de notes chiffrées. Bon, on sait les dérives possibles autour des notes. Beaucoup de personnes ont travaillé dessus. Et puis surtout, on confond apprentissage et résultat, quoi. Les enfants, ils sont dans une situation d'apprentissage. Et cette culture qui infuse toute la société d'une évaluation continue, non-stop de tout ce qu'il fait, ça empêche de prendre le temps de l'apprentissage, quoi. Donc, qu'on soit toujours dans donner une valeur à l'apprentissage, c'est quelque chose qui
est peut-être utile pour certains enfants. Moi, le constat que je fais, c'est que pour certains enfants, le système des notes fonctionne. C'est une minorité, c'est ceux qui ont des bonnes notes. Et que pour l'ensemble des enfants, les côtés négatifs l'emportent. Bon. Et encore une fois, notre objectif, nous, c'est d'essayer d'aider à faire grandir tous les enfants, quoi. L'école ne peut plus avoir ce rôle de sélection tel qu'il a pu l'avoir à une période peut-être où on était à la recherche de sélectionner les meilleurs éléments en vue de créer un peu une élite. Maintenant, on est dans l'école pour tous et c'est une très bonne chose, mais on ne peut pas être continuellement dans le classement, dans cette manière de voir l'apprentissage, quoi. Votre point de vue, il a évolué tout au long de votre carrière là-dessus, ou vous étiez assez raccord avec cette pensée-là dès le départ ? Je pense que je me suis modéré avec l'âge un peu, où maintenant je considère que on peut avoir des enseignants qui mettent des notes chiffrées, mais qui ne mettent pas dans ces notes, une valeur importante, et que c'est pas un problème. Et il y a d'autres enseignants qui ne mettent pas de notes, mais qui peuvent mettre des couleurs, et ça peut être pire. Donc, je pense que je suis un peu moins catégorique en disant faut pas mettre de notes. Non, l'évaluation, je pense que c'est important, l'évaluation. Il faut que l'enseignant évalue, non pas les enfants, mais au moins qu'il évalue si ce qu'il a fait a laissé des traces. Je pense que pour un enfant lui-même, c'est important qu'il soit au courant de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas. On n'est pas dans l'idée d'être toujours dans le positif avec un enfant. Les enfants sont suffisamment intelligents. Il faut croire aussi en leur capacité à comprendre qu'à des moments, ils n'arrivent pas à faire les choses et qu'ils doivent fournir un travail. Pour les parents aussi, mais tout est aussi une question de proportion et d'importance qu'on accorde à ces questions d'évaluation. Il y a autre chose sur lequel je me suis interrogée, parce que ça fait 2-3 ans maintenant que dans l'espace public s'affiche la lutte contre le harcèlement scolaire notamment. D'abord, est-ce que vous avez été confronté à ça à la source, et si oui, comment ça se gère ? Ça, c'est un sujet qui m'interroge beaucoup. Pendant longtemps, je pensais que tout ce qu'on avait mis en place faisait qu'il n'y avait pas de harcèlement. Alors, ce mot harcèlement, moi, c'est un mot qui me pose problème. Je me rends compte qu'il y a de la souffrance. Voilà, il y a une vraie souffrance chez certains enfants, une souffrance sociale, qui peut prendre des formes différentes. Et en tant que directeur, et là, je pense qu'entre ma fonction d'enseignant, ma fonction de directeur, j'ai évolué là-dessus, j'accorde beaucoup plus d'importance maintenant à ce problème de la souffrance éprouvée par certains enfants au sein de l'école. Voilà. Alors, ça prend des formes tout à fait différentes. On n'est pas du tout imperméable à ce qui se passe à l'extérieur, et je crois qu'à la source comme ailleurs, il y a des cas de harcèlement. Quelquefois, on a dû passer à côté d'un certain nombre de choses. Je m'aperçois aussi qu'il faut multiplier les dispositifs pour essayer de proposer des solutions, parce qu'encore une fois, c'est pas évident. Voilà. Mais pendant longtemps, j'ai pensé que les lieux de parole qu'on avait mis en place, les conseils, cette relation avec les adultes, qui était quand même ici une relation facile, justement, nous garantissaient contre ça. Et maintenant, je suis conscient que non. Voilà, on voit des enfants qui vivent des choses difficiles. C'est très complexe. L'intervention des adultes est très complexe, et c'est pas obligatoirement les mieux placés pour résoudre les problèmes. Donc on tâtonne, on expérimente, on met en place des dispositifs. J'ai l'impression qu'en multipliant les dispositifs, on crée un filet qui sûrement évite un certain nombre de choses. Mais je reste très modeste sur ce thème-là. Chaque situation de souffrance des enfants, forcément, elle est différente en fonction des histoires. Le rôle des parents dans tout ça, ils doivent être interventionnistes ou laisser faire l'école ? Là aussi, c'est quelque chose de très difficile. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'intervention des parents, et quand je dis « on », c'est pas moi, c'est effectivement quand même tout le travail de recherche qui a été fait, c'est que l'intervention des parents, c'est 9 fois sur 10 contre-productif. Enfin, ça ne fait qu'accentuer la difficulté. Maintenant, en tant que parent, quand on voit son enfant souffrir, et
Et quand on perçoit ou quand on pense que cette souffrance vient d'une autre personne, évidemment qu'on ne peut pas simplement dire que l'école s'en occupe ou des choses comme ça. Donc là, il y a aussi un travail d'équilibriste un peu à faire. Et alors, en l'occurrence, en tant que directeur, c'est vraiment une grande partie de mon travail. C'est comment faire pour rassurer les parents, leur donner une place, tout en, à des moments aussi, leur expliquer que ils peuvent pas tout sur la vie de leur enfant et que le travail peut-être qu'il doit se faire, ils doivent en être un peu exclus. C'est des choses complexes. Et ça, le fait moi-même d'avoir été parent, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris sur la difficulté justement qu'ont les parents de se décentrer. Parce qu'en tant que parent, évidemment, on apprend nous aussi, on est apprenant. Exactement. Et puis puis la plupart du temps, nos enfants sont nos enfants, quoi. Enfin, c'est très bestial, mais les enfants, c'est quand même un peu leur chair, quoi. Voilà. Donc c'est complexe, hein. C'est complexe d'arriver à mettre en place des choses. Pendant longtemps, moi, je me suis interdit un peu de vraiment intervenir trop auprès des enfants. Maintenant, je m'autorise plus à être dans des discussions directes avec les enfants en abordant de manière assez frontale ces difficultés de souffrance. J'ai développé ces dernières années les moments où je faisais des entretiens avec des enfants, où j'avais vraiment des discussions qui restaient dans le cadre de mon bureau, qui permettaient d'écouter, d'essayer de proposer à l'enfant certaines situations. Et souvent, ces entretiens jouaient un rôle, non pas que je pouvais donner à l'enfant des clés, mais quelquefois, ça permettait à l'enfant aussi de savoir qu'il y avait des adultes qui étaient là. Et puis, et ce qui marchait souvent aussi assez bien, c'est quand, à d'autres moments, juste demander des nouvelles, où tu en es, voilà. J'ai un exemple comme ça d'un enfant qui, tout bien, tout gentil, fait partie de ces enfants que nous on appelle les bonbons, quoi, qui est très bon élève, délégué de classe, très sympathique, tout le monde, voilà. Et puis il s'avère que ce garçon était en vraie souffrance sociale par rapport à une difficulté qu'il avait d'intégration dans le groupe des garçons. Voilà, il jouait pas au foot, voilà, dramatique pour un garçon quand il veut s'intégrer. Et donc là, les parents se sont inquiétés parce qu'il y a eu à la maison des signes. Et puis on a pu échanger là-dessus, on a pu parler de petites stratégies. Et puis surtout, ponctuellement, de temps en temps, simplement je vais te prendre des nouvelles, où est-ce que tu en es. Et il faut avoir conscience de la souffrance qu'éprouvent certains enfants dans le collectif. Oui. Pendant longtemps, moi, je pense que parce que je l'ai pas vécu, parce que pour moi, les choses ont toujours été simples, peut-être socialement, j'ai mis du temps à vraiment me rendre compte de ça. Même dans un lieu comme le nôtre, avec des lieux de parole, avec des conseils, avec des médiations, avec tout ce qu'on pouvait mettre en place, quoi. En tout cas, on boucle la boucle avec les entretiens avec les enfants dont vous venez de me parler, avec ce qu'on disait au début, le compagnonnage. Je te prends la main et je t'emmène. On continue la prochaine fois. Avec plaisir.